Madame Christiane Bontemps. Monsieur Philippe Huret. Madame Martine Plassard. Madame Geneviève Boussinet. Madame Martine Amiot. Monsieur César Silou. Madame Elisabeth Dominguez. Monsieur Jean-Christophe Tual. Madame Fabienne Bouchez. Madame Fabienne Vaugarny, présente. Monsieur Benoît Lefort. Présent. Monsieur Carlos Pereira. Présent. Madame Sophie Stucky. Monsieur Tanguy Farouja. Monsieur Cyril Lamiot. Présent. Monsieur Youssef Koutari. Madame Yasmine Gelaya. Monsieur Gérard Lévy. Madame Dominique Dupuy-Goyer. Madame Marcille David. Monsieur Nicolas Hu. Monsieur Mathieu Seval. Madame Dalila Drif. Madame Catherine Géronimi. Madame Anne-Claire Frémont. Monsieur Marc Lerouge. Ah, super. Merci Fabienne. Donc je vous propose de passer au point numéro 2, qui est l'approbation du procès-verbal de la séance du 26 mai dernier. Y a-t-il des questions, des remarques? Oui, Madame Géronimi. Oui, bonsoir. Aux pages 4, 5 et 15, il y a eu des échanges entre M. U et M. Coquart. Et M. Coquart n'est pas mentionné, c'est M. X. Donc ça serait peut-être bien que M. Coquart apparaisse. C'est exact, nous nous sommes aperçus et nous corrigerons. D'accord, merci. Mais ce qui est bizarre, pourquoi le compte-rendu n'est pas relu avant d'être diffusé? Parce que ça, c'est des choses qui sont... Parce que ce n'était pas audible, donc ça doit être adopté au moment du conseil municipal. C'est noté. Y a-t-il d'autres remarques? S'il n'y a pas d'autres remarques, je propose de mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci. Le point suivant concerne les délégations de compétences. Je vous propose de faire comme lors du conseil municipal précédent, c'est-à-dire de noter les questions, si tant est que ces questions n'avaient pas été posées au moment des commissions, et nous donnerons les réponses à la fin du conseil, le temps de chercher ces réponses si elles nécessitent des recherches approfondies. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Seval. Oui, vous m'entendez bien? Oui, oui. Alors, comme la dernière fois, il y a pas mal de décisions qui ont été prises pour le remplacement d'auxiliaires de crèche et de puériculture sur pas mal de décisions, la 21-087-88, la 85, la 84, sachant que ça portait déjà sur pas mal de mois. La dernière fois, on repart dans un même modèle. Donc c'est toujours certainement les mêmes raisons. J'attends la réponse en fin de séance, mais vraisemblablement. Mais on vous donnera la réponse en fin de séance. Oui, Monsieur Hu. Bonsoir. Une question sur la 21-098, sur une décision sur un prêt qui annule et remplace une décision précédente. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, là, sur cette décision? Je peux vous répondre de suite. C'est que sur l'ancienne décision, il n'était pas précisé le taux qui est de 0,53%, qui est un taux fixe. Donc, on l'a remis avec le taux. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Oui, et sur la délibération 21-099, sur une problématique, je crois, de marché du nettoiement urbain avec une société ici turquoise. Je pensais que la compétence était de Saint-Quentin-en-Yvelines. Non, là, je peux répondre en direct. Non, okay. Cette compétence n'est pas de Saint-Quentin en Yvelines, et le marché, c'est ESSI qui a la compétence et qui est notre. Enfin, nous avons cette compétence, et le sous-traitant est la société ESSI. Y a-t-il d'autres questions?
Donc, je propose de passer à l'ordre du jour suivant, qui est en fait une prise d'acte sur les indemnités qui ont été données au titre de notre collectivité sur l'exercice 2020 pour tous les conseillers municipaux, adjoints ou maires qui étaient présents sur cette année. Je précise qu'il n'y a pas de débat. Nous prenons acte et nous avons donc reporté tous les éléments financiers conformément à notre collectivité. Oui, monsieur. Oui. Y avoir des questions? Une question nous prenons acte. Qui est juste de pure curiosité, oui. Puisque nous ne sommes pas, nous, élus de l'opposition, par en tout cas présents dans ce tableau. Je voulais savoir quelle était la différence entre certains conseillers municipaux délégués qui, a priori, ne touchaient pas la même indemnité, alors qu'a priori, chacun a une délégation pour un domaine bien précis. Vous avez le chevauchement de deux mandatures. La première, 2014-2020, qui avait certaines indemnités attribuées en fonction des délégations ou du fait d'être adjoint. Lorsque nous sommes repassés en 2000, après 2020, après l'élection, il y a eu toujours les mêmes délégations, mais avec des sommes qui peuvent être différentes. C'est tout. Mais toujours, bien entendu, dans le respect des budgets qui sont alloués pour les indemnités. Alors, juste pour revenir sur cette dernière réponse que vous nous faites, évidemment, j'ai regardé les nouveaux élus entrants après 2020. Et bien entendu, si je pose cette question, c'est qu'il y a des différences sur les nouveaux élus entrés en 2020. Je ne vais pas les nommer ici parce que c'est pas forcément le lieu, mais il y a des indemnités pour certains élus à peine 900 €, 899, donc conseillers municipaux délégués, et pour des mêmes conseillers municipaux entrés aussi au conseil municipal en 2020, nous avons par exemple 1600 €, 1599 €. Lorsque nous 2085 € pour un autre. Donc il y a des variations. Lorsque nous avons voté ces indemnités au mois de juillet 2020, je vous rappelle que personnellement, j'avais baissé mes indemnités de 15%, que j'avais augmenté les indemnités des adjoints par rapport à ce qui se passait au préalable, que j'avais augmenté aussi légèrement les indemnités des conseillers municipaux, et ainsi que ceux qui ont une délégation, une double délégation. Voilà. Bon, je propose à présent de passer au point suivant, qui sera présenté par Catherine, donc sur l'aspect financier, et qui est le compte de gestion 2020 de notre trésorier principal. Donc sur le compte de gestion, comme habituellement, donc il s'agit, après s'être assuré que le compte de gestion retrace bien toutes les écritures qui figurent dans le compte administratif de la ville. Donc toutes les opérations qui ont été effectuées du 1er janvier au 31 décembre, ainsi que celles de la journée complémentaire. La journée complémentaire est la journée qui permet de finaliser les écritures de l'exercice précédent, mais on les fait sur le début de l'exercice suivant. Et donc, après vérification de tous ces éléments, il est proposé au conseil municipal de déclarer que le compte de gestion 2020 établi par le trésorier principal, visé et certifié par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part, et d'approuver ce compte de gestion. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce point technique. S'il n'y a pas de questions, donc je propose de mettre au vote le compte de gestion du trésorier principal. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci.
Avant de passer la parole à Catherine pour la présentation du deuxième point, vous avez sans doute remarqué, comme nous nous y étions engagés, à ce que l'ordre du jour des commissions soit à présent fourni au préalable, et ça a été fourni dans le cadre de l'ordre du jour qui vous a été transmis pour le conseil municipal. Vous avez ainsi connaissance, dès la transmission de l'ordre du jour du conseil municipal, de l'ordre du jour de ces mêmes commissions. Voilà, je te passe la parole. Merci. Donc le compte administratif 2020, en termes d'exécution au global sur la partie recettes et sur la partie dépenses, une prévision donc de 39,5 millions d'euros, exécutée à hauteur de 82,4% sur la partie recettes, soit 32,5 millions d'euros, et 76,3% sur la partie dépenses, 30,1 millions d'euros. Plus particulièrement sur la section de fonctionnement. Donc sur la section de fonctionnement, hors le report de l'exercice intérieur de 350 000 euros, qui lui s'exécute à 100%, donc nous avons une prévision de recettes qui était de 23,4 millions d'euros, avec une exécution à 101,2%, soit 23,7 millions d'euros. Et sur la partie dépenses, 23,76 millions d'euros, exécutés à 93,5%, soit 22,2 millions d'euros. Donc, si on s'attache à regarder les recettes de fonctionnement, leur répartition, donc bien évidemment toute la partie impôts et taxes qui représente 80%, soit 18,9 millions d'euros. Deuxième catégorie importante, les dotations et participations, les comptes 74, qui représentent 11,4%, soit 2,7 millions. Les produits et services, 8,2%, 1,93 million. Et les autres recettes qui représentent 0,7%. Donc là, on voit bien qu'on a trois catégories principales de recettes qui représentent la quasi-totalité, puisqu'elles représentent 99,3%. Donc on va s'attacher particulièrement, compte tenu du contexte sanitaire de 2020, aux produits du domaine des services, du domaine et des ventes, qui ont un taux d'exécution de 93,5%, qui est un taux d'exécution tout à fait honorable, mais on peut constater une baisse de 30,4% par rapport à l'exercice précédent. Alors, une baisse de 850 000 euros par rapport à 2019, avec un impact sur 4 domaines. La restauration, 250 000 euros. Le loisir animation, 220 000 euros. Espace Philippe Noiret, la culture, 210 000 euros. Et toute la partie petite enfance crèche, 140 000 euros. Ce qui nous donne des taux d'exécution au niveau de chaque catégorie de 92,4% sur la restauration, 84,7% sur la partie loisirs, quasiment 100% sur l'espace Philippe Noiret culture, mais parce qu'on avait fait une prévision, bien évidemment, qui était beaucoup plus faible que l'exercice précédent. Et sur la partie multi-accueil petite enfance crèche, un taux d'exécution de 91,3%. Sur la partie impôts et taxes, un taux d'exécution à 100,2% avec une évolution très très faible de moins 0,14%, donc plutôt stable par rapport à 2019 puisqu'on a un delta de 30 000 euros avec un impact sur les droits de mutation puisqu'on a 40 000 euros de moins, mais compte tenu du contexte, on a quand même fait 820 000 euros de recettes contre 860 000 en 2019. Sur la partie dotation et participation, c'est là où on a un taux d'exécution important, 114,9%, avec une évolution positive de 11,2%. Donc on a une augmentation de 270 000 euros qui provient d'une baisse de la DGF, qui était programmée, 140 000 euros, mais une augmentation des subventions et participations, notamment la CAF, puisqu'on a eu des subventions spécifiques compte tenu du contexte, et on a des recettes qui sont supérieures de 430 000 euros par rapport à 2019. Donc bien évidemment des impacts en recettes, mais également on va constater des impacts en dépenses. Au niveau de la répartition des dépenses, donc on a 64% de charges de personnel, 21% de charges à caractère général et toutes les autres catégories de dépenses qui représentent 3 millions, dont les charges de gestion, 6%, les opérations d'ordre entre les sections, donc toute la partie dotations amortissements, les atténuations de produits et les charges financières. Donc bien évidemment les deux éléments les plus importants, les charges à caractère général, avec un taux d'exécution de 90,1%, mais une diminution de 17,2%.
donc une baisse de quasiment d'1 million d'euros par rapport à l'exercice précédent. Bien évidemment, un impact sur la restauration compte tenu de l'activité, 160 000 euros. Sur les bâtiments, 550 000 euros, notamment tout ce qui va être fluide, entretien, où il y a eu des différences par rapport à 2019. L'espace Philippe Noiret, la culture, moins 310 000 euros. Des dépenses supplémentaires sur la partie multi-accueil, petite enfance et crèche de 130 000 euros. Et bien évidemment, sur la partie nettoyage, avec l'acquisition de tous les consommables, gel, etc., 130 000 euros de plus. Sur la partie charges de personnel et frais assimilés, un taux d'exécution de 97,2%, avec une évolution de 1,7%, rien de particulier là-dessus, 230 000 euros d'augmentation, l'impact au GVT et les augmentations un petit peu traditionnelles, mais pas de choses significatives en dehors de ça. Sur la section d'investissement, donc hors le report de l'exercice antérieur de 1,5 million d'euros, on avait des prévisions de recettes d'investissement de 14,2 millions d'euros qui ont été exécutées à 49,1%, soit 6,97 millions d'euros. Sur la partie dépenses, 15,7 millions d'euros de prévisions exécutées à 50,4%, ce qui nous donne une exécution à 7,9 millions. Sur la partie recettes d'investissement, au niveau de la répartition, donc une partie qui provient donc des emprunts, 1,75 million d'euros qui représente 25%, la capacité d'autofinancement de 1,15 million d'euros qui représente 16,7%, le FCTVA, 1,26 million d'euros, ce qui fait 18%, 1,5 million d'excédent de fonctionnement capitalisé qui représente 21,6%, et enfin les subventions, 650 000 euros, et la taxe d'aménagement, 610 000 euros. Sur les recettes d'investissement, des restes à réaliser au 31 décembre 2020 de 5,3 millions d'euros. Dans ces 5,3 millions d'euros, nous avons des produits de cession pour 3,16 millions, des subventions sur opération de 1,56 million d'euros et les autres subventions de 0,59 millions d'euros. Donc quand je précise que c'est sur opération, ça veut dire que ça concerne les fiches opérations que vous trouvez dans le dossier du compte administratif. Sur la partie dépenses d'investissement, nous avons donc sur les 7,9 millions de dépenses, 42% qui concernent les grands projets, donc les fiches opérations, 3,3 millions d'euros. Ensuite, principalement, donc, toutes les immobilisations corporelles pour 28,9% qui représentent 2,3 millions d'euros. On va avoir bien évidemment le remboursement de l'emprunt, 22,6%, ce qui fait 1,8 million d'euros. Des dotations à hauteur de 3%, des immobilisations incorporelles à hauteur de 3% et 0,4% d'opérations d'ordre entre sections. Les dépenses d'investissement, alors regroupées par opération ou par domaine. Donc sur la partie équipements municipaux, on est un peu plus de 1 million d'euros. Sur l'enseignement, la formation, 400 000 euros. Sur l'opération école numérique, donc là vous avez une fiche de suivi, 410 000 euros. Sur l'opération de la halle du marché, 1,9 million de réalisés. Sport et jeunesse, 150 000 euros. L'opération réhabilitation du tennis, 930 000 euros. Tout ce qui est aménagement, services urbains, on a 880 000 euros. Ensuite, il y a d'autres petits investissements à hauteur de 390 000 euros et bien évidemment le remboursement d'emprunt pour 1 079 000 euros. 790 000 euros, pardon. Sur les dépenses d'investissement, des restes à réaliser au 31 décembre de 6 millions d'euros, avec évidemment une partie très importante sur les fiches opérations, puisque je vous le rappelle, donc, nous alimentons de budget en budget ces fiches opérations, et donc il y a des opérations qui ne sont pas encore initiées en dépenses, sur lesquelles donc, la totalité du budget est disponible. Ce qui nous donne sur les fiches opérations du reste à réaliser à hauteur de 4,26 millions d'euros, et sur les autres dépenses d'investissement, 1,7 million d'euros. Une petite synthèse de nos grands projets, donc ça va, c'est lisible. Donc une petite synthèse de nos grands projets sur l'avancement des différents projets. Donc vous avez dans la première colonne le réalisé au 31 décembre 2019. La partie qui a été réalisée donc en 2020, donc à hauteur de 3,3 millions d'euros.
ce qui nous donne un réalisé au 31 décembre 2020 de 13,2 millions d'euros, avec un reste à réaliser donc de 4,3 millions, qui se répartit donc à hauteur de 400 000 euros sur la halle du marché. Je vais vous donner les principaux. La réhabilitation du tennis, 161 000. L'emplacement des LA, les 600 000 euros. Sur l'école numérique, il reste 356 000 euros à réaliser. L'aménagement du parvis de la gare, 500 000 euros, pas de dépenses pour l'instant. Même chose sur parking et centre d'Esnos, on a les 700 000 euros. Jean Jaurès, 1 million. Et la maison médicale, les 500 000 euros. Pour rappel, la part qui a été rajoutée au budget 2021, 1 863 000 au global. Et donc, vous avez dans la colonne finale le total de toutes ces opérations qui représentent donc presque 20 millions d'euros. Sur la partie endettement, donc au niveau de l'endettement, les emprunts qui sont encore en cours, le nominal c'était 28,19 millions d'euros, avec une répartition entre les catégories A, B et C de 60, 22 et 18%. Nous en sommes au 31 décembre à un montant de 15 millions d'euros, avec 85% en catégorie A, 7% en catégorie B et 8% en catégorie E. Et donc, je l'ai déjà précisé, mais je vous le reprécise, la catégorie B et la catégorie E, les emprunts qui sont en cours se terminent tous en 2023. Ça nous fait un montant par habitant de 846 euros. Et pour répondre à une question que nous a posée M. Lévy pendant la commission finances, donc j'ai fait quelques petites recherches. Donc, on trouve la population qui a plus de 15 ans, qui représente 78% en fait, de la population de la commune. On trouve également disponible comme information la population qui a plus de 19 ans, qui représente 73,6% de la population, ce qui nous donnerait, si on ramenait le montant de l'endettement par habitant, ça nous le ramènerait à 1 150 euros, pour répondre à votre question. Alors, on n'a pas de comparatif avec les autres communes, puisque ce n'est pas quelque chose qui est calculé au niveau national. Mais voilà, par rapport à la question que vous aviez posée, c'est l'information que je peux vous communiquer. Enfin, les résultats. Donc, des recettes de fonctionnement de 23,67 millions d'euros et des dépenses de 22,2 millions d'euros, donc 1,47 million d'euros de résultats de fonctionnement, avec un report de 350 000 euros de l'exercice 2019, ce qui nous amène à un résultat cumulé de 1,82 million d'euros. Sur la section d'investissement, 6,97 millions d'euros de recettes pour 7,92 millions d'euros de dépenses, donc un résultat négatif de 960 000 euros, avec un report de l'exercice 2019 qui faisait 1,52 million d'euros, donc un résultat cumulé de 0,56. Là-dessus, nous avons donc nos recettes en reste à réaliser, nos dépenses en reste à réaliser. Et donc, nous avons un résultat cumulé qui fait 2,38 millions d'euros et un résultat global de 1,7 million. Si vous avez des questions, allez-y. Merci de cette présentation synthétique qui retrace l'ensemble de l'année 2020. Et évidemment, comme l'année 2020 a été un peu particulière, je voudrais aussi profiter... Excusez-moi, non, c'est pas moi. Je voudrais aussi profiter de cet instant pour remercier au nom du groupe des élus d'opposition l'ensemble des agents de la ville qui se sont mobilisés tout au long de l'année sur cette année très particulière pour évidemment amoindrir le choc de la pandémie en direction des Clésiens et de leur investissement régulier et constant auprès d'eux. Donc c'est évidemment une année très particulière qui se retrouve sur certains chapitres que vous nous avez présentés. Donc avec, comme indiqué, une baisse de 30% des produits de services du domaine. Donc les services les plus impactés ont été essentiellement les services liés à l'enfance et à la restauration, de ce que j'ai vu sur votre présentation. En recette, hein, bien sûr. Merci.
Je constate aussi une forte augmentation du chapitre 013 sur l'atténuation de charges CPAM. Est-ce à dire que nous avons eu, par rapport au précédent budget, est-ce que nous avons eu beaucoup d'arrêts maladie l'année précédente, et est-ce à dire que, évidemment, beaucoup d'agents ont été impactés par les effets de la pandémie? J'ai envie de dire que malheureusement, inévitablement, oui, sans avoir besoin d'aller regarder les chiffres, compte tenu du contexte, bien évidemment, plus d'arrêts maladie que sur l'exercice précédent. Donc j'espère que juste les bonnes mesures ont été prises pour les protéger par la suite, évidemment, sur toutes les mesures sanitaires qui doivent découler du droit du travail derrière ça. Vu l'augmentation des dépenses qui ont été faites, effectivement, sur tout ce qui est achat de masques et tout le matériel pour les protéger, je pense que oui, toutes les mesures ont été prises. Merci. Alors, malheureusement, nous constatons une seule... je crois, une seule ligne de recettes qui augmente très fortement. Alors, ne prenez pas de manière cynique. C'est assez difficile de constater que la recette de chapitre 70-311 augmente de 65%. Et à cette occasion, alors le 70-311, c'est malheureusement les concessions funéraires et cimetières. Donc on comprend bien pourquoi. Et cette question, si je prends ce chapitre, c'est pour vous poser une question sur les effets et les conséquences qu'il y a eu auprès des Clésiens, parce que nous n'avons eu que très peu, voire pas du tout d'informations sur les conséquences auprès des Clésiens en termes de personnes impactées par la maladie et notamment évidemment de personnes décédées sur notre territoire des Clés. C'est une question que... en tout cas, c'est une question que j'ai posée régulièrement il y a quelques temps, à laquelle nous n'avons pas eu de réponse. Et il me paraîtrait intéressant que nous puissions avoir des effets derrière, en tout cas des retours sur comment cette pandémie, malheureusement, a été vécue par les Clésiens, et même dans le pire des aspects. Nous répondrons à votre question sur malheureusement le nombre de décès qu'il y aura eu en 2020, mais vous comprendrez bien qu'on aura peut-être une estimation sur le Covid, mais ça ne sera certainement pas un chiffre trop précis. Bien sûr, j'entends. Mais je prends la question et nous répondrons pour le prochain conseil. Merci à vous. Il y a une baisse de recettes liée aux locations d'espaces communaux, précisées entre salles communales et la location immobilière, semble-t-il. Pouvez-vous nous donner la répartition entre ces deux types de recettes, puisqu'évidemment, dans un cas, c'est évidemment, on imagine pour des annulations de fêtes ou autres et familiales dans le cadre des salles communales. Par contre, sur la part des locations de logement, comment s'explique cette baisse ? Là, je n'ai pas la réponse en direct. La première partie de l'explication que vous avez donnée est bien entendu bonne, puisque compte tenu de l'effet de la pandémie, nous étions en confinement, il n'y avait pas de système de location. Après, pourquoi et comment expliquer le fait qu'il y a eu moins de recettes liées aux locations des logements, nous regarderons et je vous donnerai la réponse la prochaine fois, au prochain conseil. Merci. Toujours, alors sur la partie dépenses, dépenses de fonctionnement, nous constatons une forte diminution de l'entretien des bâtiments communaux. Et nous savons que lorsque des bâtiments ne sont pas entretenus pendant quelques temps, ils peuvent évidemment vite se dégrader. Et en tout cas, on peut y constater quelques défauts à un moment donné. Alors un tel constat a-t-il été dressé sur l'ensemble des bâtiments de la ville ? Et ceux-ci se trouvent-ils dans un bon état malgré tout après ces longs mois d'inaction et d'inactivité pour éviter justement qu'il puisse y avoir des accidents dans ces bâtiments ?
Je laisserai ma collègue répondre néanmoins sur la première partie de votre question, et je partage. Il est très important de continuer à maintenir l'ensemble du patrimoine en bon état. Sinon, effectivement, nous avons des risques d'accident et des coûts de remise à niveau derrière qui sont encore plus importants. Après, Catherine va vous répondre sur la diminution de ses dépenses. Moi, j'ai noté tout à l'heure notamment un poste important sur tout ce qui était fluide, mais c'est certainement pas le seul. Fluide et également tout ce qui va être entretien sans que ce soit du mauvais entretien. Simplement, les bâtiments ont été moins utilisés, donc il y a eu beaucoup moins de dépenses par rapport à ça. On pourra essayer de vous envoyer une réponse détaillée. Je n'ai pas le détail là, mais je pourrais regarder de façon détaillée si vous le souhaitez. Parce que justement, sur la question fluide, je suis un petit peu étonné de voir une augmentation assez importante, je crois d'à peu près 15% de la facture d'énergie sur l'année 2020, alors que bon nombre de bâtiments étaient fermés, que bon nombre d'activités n'existaient plus pendant au moins 3-4 mois. Et on a une facture d'énergie qui augmente de 40 000 euros, 15%. C'est une somme assez rondelette. Et je m'en étonne. Alors, soit il y a des déperditions, soit des activités ont été maintenues alors qu'elles ne devaient pas. Enfin, voilà, il y a quelques questions qui se posent sur cette facture d'énergie en supplément. On vous fera une petite réponse synthétique écrite pour reprendre tous les items qui correspondent aux dépenses liées au bâtiment. Et pour tout ce qui est de déperdition d'énergie, effectivement, nous savons très bien que nous avons déjà réhabilité nombre de bâtiments. Par contre, il reste notamment 2 écoles sur lesquelles il y aura un travail important sur ce mandat pour éviter tout ce qui est déperdition d'énergie. Ça, nous le savons, mais ça ne peut pas se réaliser en 6 mois compte tenu de l'importance des travaux à réaliser. Ça ne peut pas se réaliser en 6 mois, mais ça fait 20 ans que vous êtes là. Ça fait 20 ans que nous sommes là, Monsieur Hu, mais ça fait aussi 20 ans que nous avons réhabilité une partie des nombres de bâtiments. Et le bâtiment dans lequel siège ce conseil municipal aujourd'hui n'existait pas, parce qu'il y avait effectivement un autre bâtiment qui a été abattu parce qu'il était dans un état de vétusté très très important. Idem pour le gymnase que vous avez à côté de la mairie. Voilà. Donc il y a énormément de travaux qui ont été réalisés. En 20 ans, près de 100 millions d'euros. Je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui, mais prenez acte quand même de l'important travail d'investissement qu'ont réalisé les 3 équipes précédentes. Certes sur les nouveaux bâtiments, mais il y a plein d'autres bâtiments communaux au sein de la commune et qu'il faut aussi entretenir de la même manière. Je constate aussi, enfin on constate tous évidemment une baisse assez forte sur l'alimentation, donc due évidemment, je pense, à la fermeture de la restauration scolaire ou la restauration globale pendant quelques temps. Avez-vous connu ou avez-vous constaté une baisse de fréquentation à la suite des fins de confinement, de la présence notamment des jeunes et des élèves sur la restauration scolaire? Est-ce qu'il y a justement quelque chose à anticiper en termes de budget pour l'année prochaine si nous constatons une baisse de fréquentation, notamment peut-être due à la présence de parents aujourd'hui qui sont en télétravail de manière constante? C'est la réponse que j'allais vous faire. Bien évidemment, un impact, puisqu'en fait, après le confinement, beaucoup de familles étaient en télétravail et les enfants, effectivement, ne sont pas forcément revenus à la restauration. L'impact à chiffrer, c'est un petit peu délicat, puisqu'on ne sait pas comment va se traduire la reprise ou non en télétravail suite à l'allègement du télétravail qui vient d'être démarré donc, depuis pas très longtemps. Donc, je n'ai pas de chiffres aujourd'hui et c'est un peu difficile de faire une projection là-dessus. Et la situation d'aujourd'hui et la situation que nous verrons à la fin de l'exercice en termes de télétravail ne sera pas forcément la même. Donc nous aviserons pour le budget 2022 sur le constat qu'il y aura à la fin de l'année 2021. Pour finir sur ce chapitre, je ne reviens pas une nouvelle fois sur le chapitre des fonds de péréquation auxquels nous contribuons et qui grèvent évidemment fortement notre budget à hauteur de 1 000 euros. Sur le budget d'investissement, on constate évidemment un taux d'exécution relativement faible puisqu'il est de 50%.
avec beaucoup d'écriture et beaucoup de restes à réaliser notamment. Et comme nous vous le réclamons en fait depuis plusieurs années, il nous serait fort intéressant que nous puissions avoir une vision sur le PPI, le plan pluriannuel d'investissement, ce qui nous permettrait vraiment de visualiser les perspectives en matière de réalisation et les projets que vous souhaitez mener en matière d'équipement et d'opération, et de voir si celles-ci sont bien réparties tout au long du mandat et non juste sur les 2, voire la dernière année. Je prends des exemples. Il y a une opération qui est inscrite depuis la fin 2019, enfin le budget 2019 au moins, la place Mandela, comme l'aménagement de la gare. Nous sommes en 2021. Je comprends qu'il y a eu des retards certainement de chantier ou autres, mais en tout cas, ce sont des projets dont on n'entend plus parler sur le quartier ouest et le quartier nord. Ça va faire 3 ans qu'ils sont inscrits au budget. Il n'y a toujours pas d'avancée. Et je trouve qu'il serait quand même intéressant et transparent d'avoir une vision sur le plan pluriannuel d'investissement sur totalité d'un mandat, d'autant que je pense que les ressources, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, vont évidemment pas tarir, mais en tout cas être moins conséquentes à l'avenir, et que de fait il serait intéressant que l'on sache réellement où on va, et que les élus d'opposition que nous sommes le sachent aussi. C'est évident que l'on doit vous informer, et on vous informera. Pour tout ce qui est des plans pluriannuels d'investissement, nous sommes en train de finaliser ces éléments qui seront présentés lors du prochain rapport d'orientation budgétaire pour chacune des prochaines années du mandat. Par contre, pour ce qui est du taux d'exécution, comme nous le disons chaque année, nous travaillons en opération ou en projet, et donc il est tout à fait logique que nous ayons des taux d'exécution pour certains projets qui s'étalent sur plusieurs exercices, et donc un taux d'exécution global qui est faible. Sur la question des 2 gros points, on reste à réaliser, des restes à réaliser très importants en matière de subventions, 2 150 000 € sur 2 700 000 €. De quelles opérations financeurs s'agit-il? Le micro. Sur la partie subvention, donc nous avons au niveau des montants les plus conséquents. Sur la partie halle du marché, il reste 440 000 €. Il reste 287 000 € sur la rénovation du tennis. On a encore 312 000 € sur le soutien au plan de déploiement numérique. Ça, c'est sur les grosses opérations. Ensuite, on a 519 000 € encore sur le pacte financier qui n'était pas enregistré. Et après, le reste, je vous donne que les gros montants. Le reste, ça va être sur la partie sur les cessions. Et sur les cessions, il y a 3 opérations, les Bruyères, parcelle ruelle Mathieu et terrain rue Henri Proulx. Je ne sais pas si ça répond suffisamment à votre question. Je n'ai pas entendu la dernière, excusez-moi. Pardon, terrain rue Henri Proulx. Terrain rue Henri Proulx. Donc ça, c'est les 3 qui étaient prévus et qui sont en reste à réaliser au 31 décembre 2020. Qui étaient en reste à réaliser au 31 décembre, un certain nombre ont été exécutés depuis. Voilà. D'autre part, on constate l'annulation de l'une d'entre 76 000 €. De quoi s'agit-il? Une annulation de subvention? Quel montant vous avez indiqué? 76 000 €, 75 000 quelque chose de mémoire. Je ne sais pas, il faut que je regarde. Donc je vous ferai une réponse là-dessus. Et enfin, un produit de cession important qui est de plus de 3 millions d'euros en reste à réaliser. C'est l'ensemble de ce que vous avez décrit tout à l'heure? Tout à fait. Tout à fait. Très bien. Une dernière question concernant ce que vous indiquiez tout à l'heure sur l'augmentation de la CAF. Est-ce que c'est une aide structurelle ou conjoncturelle, puisque vous aviez l'air de dire qu'elle était
reportée en raison de la pandémie et qu'elle a dû être augmentée en raison des nouvelles actions que vous avez dû mettre en place. Donc, est-ce que c'est une augmentation structurelle ou juste conjoncturelle sur l'année 2020? Non, juste conjoncturelle sur l'année 2020, en fait, uniquement. Ça ne se renouvellera pas. Merci. Question? C'est bon? Il s'en va, il est fâché. Il est fâché. Ah, j'explique pourquoi il sort, pardon. Parce que Je pense qu'il va pour le match de foot. c'est ça. Du coup, il revient. Parce que monsieur le maire ne doit pas assister à la délibération, donc on vote sur le compte administratif. Voilà. Donc, je soumets donc au vote donc, le compte administratif 2020, donc qui est contre, qui s'abstient et qui est pour. Merci. Tu as le droit de revenir. Donc, le point suivant, l'affectation du résultat 2020. Donc, comme chaque année, nous devons valider la répartition du résultat 2020. Donc, le résultat cumulé de 2,38 millions d'euros. Donc, pour rappel, 1,82 million d'euros en section de fonctionnement et 560 000 euros en section d'investissement. Donc, la section d'investissement, automatiquement en section d'investissement, les 560 000 euros. Et la répartition qui est proposée pour la section de fonctionnement, 400 000 euros en fonctionnement et 1 420 000 euros en investissement. Il est donc proposé au conseil municipal d'affecter le résultat excédentaire selon cette répartition. Avez-vous des questions? S'il n'y a pas de questions, donc je vais mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci. Point suivant, toujours présenté par Catherine, la limite de l'exonération de 2 ans en faveur des constructions nouvelles à usage d'habitation. Donc, la limite de l'exonération de 2 ans donc, en faveur des constructions nouvelles à usage d'habitation. En septembre 2028, le conseil municipal avait délibéré pour une... 2008, oui, n'importe quoi. Le conseil municipal a délibéré pour la suppression de l'exonération de 2 ans pour les locaux d'habitation non financés par des prêts aidés par l'État, suite au transfert de la part départementale de la taxe foncière à la commune. Donc, il y a de nouvelles modalités d'exonération qui ont été mises en place. Donc, désormais, les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639A bis du Code général des impôts, et pour la part qui leur revient, réduire l'exonération à 40, 50, 60, 70, 80 ou 90% de la base imposable. Il est donc proposé au conseil municipal de limiter l'exonération de 2 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties à 40% de la base imposable. Donc on limite l'exonération à 40%, ça veut dire que le paiement se fera à hauteur de 60%. Donc en ce qui concerne tous les immeubles à usage d'habitation. Donc pour les particuliers, au niveau de la commune, il y avait un taux de 21,25% sur lesquels ils payaient 100%.
il y avait un taux à 11,58 sur le département sur lesquels ils payaient 0%. Donc là, si on essaie de faire de façon très synthétique, sans tenir compte des bases dans un premier temps, ça veut dire qu'ils vont payer 60% de 32,83%. En pourcentage, ça fait un peu moins de 20%. Et si on prend en compte la base, puisque les bases n'étaient pas les mêmes, on arriverait sur les bases réelles de 2019 au niveau des logements de particuliers à moins 8% par rapport à la situation actuelle. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là déjà ? J'avais une question sur le calcul que vous venez justement parce que justement, en constatant le compte administratif précédent, on constate que les exonérations évoluent à peu près autour de 200 000 euros sur l'année précédente, enfin sur l'année 2020. Et donc, je voulais savoir précisément si les 40% retenus sur les bases imposables étaient en lien avec ce que nous connaissions au préalable et s'il n'y avait du coup pas d'impact négatif en direction des clésiens. Donc il y aura un petit impact négatif puisqu'en fait, sur les bases 2019, ils paieront 8% de moins que le coût actuel en fait. Puisque sur la partie communale, ils étaient en exonération à zéro. Ils payaient 100% de la part. On est toujours sur les 2 premières années. Hein. Mais ils payaient 0% sur la part départementale. Donc une fois qu'on regroupe les deux et qu'on fait 60%, on est à peu près à moins 8% de coût pour le clésien. Et pourquoi 40 et pas un autre taux ? Parce qu'on arrive à une situation à peu près similaire à celle qui est existante, donc c'est ce qui nous semblait le plus approprié. Voilà. Ça ne leur augmente pas le coût actuel et pour la commune, ça fait un impact quasi nul. Y a-t-il d'autres questions ? Non, donc je propose de mettre au vote. Qui est contre cette proposition ? Qui s'abstient ? Et qui est pour ? Merci. Délibération suivante concernant la cotisation à l'ALEC qui sera présentée par Sophie. Alors, nous proposons effectivement une adhésion annuelle à l'Agence locale de l'énergie et du climat, l'ALEC, qui se trouve à Saint-Quentin en Yvelines, qui est une association reconnue d'intérêt général et qui accompagne les collectivités des Yvelines dans leur démarche climat, la gestion énergétique du patrimoine public et la mise en œuvre de la politique locale de transition énergétique. À ce titre, la commune a déjà fait appel à ses services pour des actions de sensibilisation du public et pour des échanges d'expériences avec d'autres collectivités. Récemment, l'ALEC a prêté au service de la ville une caméra thermique pour enrichir le diagnostic préalable à la rénovation de l'école Jean Jaurès. La gouvernance associative de l'ALEC s'appuie sur l'implication des élus des collectivités locales adhérentes. Au vu de l'engagement de la municipalité et de la qualité des services rendus, il est proposé de renforcer ces échanges, notamment par des actions de sensibilisation et de formation à destination du public, des services et des élus. Le coût de l'adhésion annuelle est de 1 779 €, soit 10 centimes par habitant. Elle est inscrite au budget prévisionnel 2021 et il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à engager l'adhésion de la commune à l'agence locale de l'énergie et du climat. Y a-t-il des questions ? Oui, monsieur Lévy. Bon, monsieur Lévy, ayant participé à une formation ALEC en tant que conseiller municipal de minorité, je pense qu'il est intéressant de rappeler l'utilité de telles formations pour l'ensemble des conseillers. L'intérêt, c'est que nous avons des participations en table ronde avec d'autres élus, d'autres communes de Sky. Et nous avons pu, sur une journée complète, s'impliquer donc sur la question générale, tout ce qui concerne le développement durable, le dérèglement climatique, comment agir localement pour, en effet, préserver notre environnement. Donc, effectivement, cette cotisation est faible par rapport à au rendu que pourrait apporter l'ALEC à l'ensemble de notre collectivité, entre autres. Merci.
Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci pour cette unanimité. Le point suivant qui sera présenté par moi-même, puisqu'il s'agit de la modification des... Non, il s'agit de l'acquisition d'un local en centre-ville. Comme il vous est précisé sur la note, nous avons eu l'opportunité qui a été proposée par la Poste d'acquérir tout ce qui concerne l'arrière de la Poste, qui était l'ancien centre de tri de la Poste à la période où c'était au Clay. C'est un local de 265 mètres carrés environ, un local auquel est adjoint 16 places de parking dans une cour intérieure, ainsi qu'une surface en sous-sol de un petit peu moins de 60 mètres carrés. Ceci nous avait été proposé pour un montant initial de 260 000 €. Nous avons négocié avec le porteur immobilier de la Poste pour obtenir, s'il y a une majorité ce soir, l'acquisition de ce local pour 220 000 €. Alors, nous n'avons pas de projet précis aujourd'hui pour ce local, mais pour nous, il est utile de se constituer une réserve foncière avec ce local, compte tenu de son emplacement. Y a-t-il des questions ? Oui, monsieur Hu. Alors, pas forcément une question, mais une remarque. Évidemment, nous voterons sur cet achat de ce local et de l'espace qui est contigu à ce. Vous n'avez pas d'idées, vous en proposez des idées que nous avons justement proposées lors de la campagne municipale, mais ce n'est pas le sujet. C'est aussi le moment aussi de pouvoir partager des projets qui peuvent être menés conjointement. Nous avions proposé la mise en place d'un service de développement économique qui n'existe pas au sein de la ville. Il serait peut-être intéressant de le placer au cœur de l'activité économique de centre-ville pour redynamiser le commerce local de proximité. Ou aussi, et une idée qui me semble intéressante à cet endroit de la ville, une ressourcerie. Je pense qu'une ressourcerie à cet endroit, et vu les locaux qui sont décrits, pourrait être justement très intéressante à développer. Et pour toutes les questions de réutilisation et réemploi, je pense que nous serions au bon endroit pour développer un tel projet. Alors, j'avais précisé tout à l'heure, nous n'avons pas d'idée précise aujourd'hui. Ça peut être, pourquoi pas, ce que vous avez présenté, pourquoi pas du monde associatif. Nous verrons ce qui est nécessaire à un moment donné. Par contre, pour ce qui est du service de développement économique, vous savez à combien je suis attaché au développement économique, mais c'est une compétence de Sky. Et néanmoins, nous pouvons avoir des relais. Et j'ai demandé au service à ce que nous ayons des relais importants pour le développement économique, et encore plus dans les périodes que nous vivons actuellement. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci pour cette unanimité. Le point suivant sera à nouveau présenté par Catherine. Il s'agit d'une convention constitutive d'un groupement d'autorités conséquentes avec l'agglomération de Sky pour le mobilier urbain. Donc, Sky est compétent en matière de mobilier urbain, donc pour tout ce qui est création, entretien, maintenance et fourniture de mobilier urbain. Le marché de fourniture, donc, il prend fin octobre 2021, et donc dans l'optique d'uniformiser et pour respecter donc les compétences dévolues à Sky, il doit être renouvelé. Donc, les parties se sont rapprochées. L'objectif est donc de constituer un groupement d'autorités concédantes, donc pour faire un groupement d'achat, si on utilise les termes qui sont les plus connus. Donc, pour permettre à chacun des adhérents de pouvoir conclure donc, avec le concessionnaire qui sera retenu un contrat de concession pour le mobilier urbain. Donc, toute la partie coordination du groupement donc, est confiée à Sky. Et après, chacun pourra gérer lui-même ses procédures et donc l'exécution de la concession. Aucun financement dû à Sky pour la mise en place de ce marché. Et donc, vous avez
la convention constitutive qui est annexée à la délibération. Voilà, donc il est proposé au Conseil d'approuver cette convention et d'autoriser Monsieur le maire à la signer. Est-ce que vous avez des questions spécifiques sur cette délibération? S'il n'y a pas de questions, donc je propose de mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci pour cette unanimité. La délibération suivante concerne également Saint-Quentin en Yvelines, puisqu'il s'agit de modification des statuts de Saint-Quentin en Yvelines avec des nouvelles compétences. Alors, une modification de statut technique d'une part, et aussi avec des compétences, de nouvelles compétences importantes, par exemple comme tout ce qui concerne la création, l'entretien et l'exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques et hybrides, comme cela vous est présenté. Après, il y a beaucoup plus technique, c'est la terminologie entre compétences optionnelles et compétences statutaires qui est mise à jour. Et enfin, il est aussi fait état que la compétence de Sky, dans la mesure où Numéricable a été vendu, il n'y a plus de compétence et il est proposé de supprimer la référence à tout ce qui est réseau câblé et coaxial. Voilà. Rien de particulier qui touche notre commune, si ce n'est à terme la compétence relative, comme je l'ai précisé, à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Voilà. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Hu. Oui, précisément. Nous avons tous voté pour ce changement de compétence, ce changement de statut, pardon, pas changement de compétence, à l'agglomération lors du dernier conseil d'agglo. Cependant, je voudrais juste savoir quand aura lieu le déploiement, puisqu'il y a une partie importante donc sur la création de points pour les voitures hybrides. Quand aura lieu le déploiement sur Saint-Quentin, mais surtout sur notre commune. Sur Saint-Quentin, il a commencé à certains endroits. Sur notre commune, pas encore. Non, pas encore, mais il est bon, avant de faire ce déploiement, de s'assurer des lieux du déploiement. Néanmoins, rassurez-vous, je suis favorable à ce qu'il y ait un déploiement le plus rapidement possible lorsque nous aurons ciblé le ou les bons lieux. Oui, Bertrand. Plus en détail, effectivement, à Saint-Quentin-en-Yvelines, l'objet de la délibération, c'est de pouvoir se faire accompagner par effectivement des syndicats qui œuvrent déjà sur le CER, un syndicat d'énergie des Yvelines. On est donc aujourd'hui sur l'analyse, effectivement, avec les services. Il y a déjà une analyse qui avait été faite sur les différents services de Saint-Quentin-en-Yvelines il y a 3 ans. On est en train de recenser les différents points, puisque les mobilités ont pu bouger, les quartiers ont pu bouger. Donc il ne faut pas s'attendre effectivement à une implantation avant 2 ans, pour vous donner un petit peu plus d'idées. Et il va y avoir, aujourd'hui on est dans une phase d'étude, donc on sera concerté, je pense, d'ici entre 6 mois et 1 an. On sera sur une phase un petit peu plus active, on pourra communiquer beaucoup plus sur les différents types de points, puisqu'aujourd'hui on est sur des bornes de recharge électrique, je dirais, de type 1. On pourrait réfléchir à des bornes de recharge de type 2 qui pourraient être multi-usages pour les voitures, mais également pour les vélos ou scooters ou autres, et qui pourraient aussi servir de base d'information pour les habitants, comme des plans ou autres. Donc on est vraiment au début, je dirais, de l'analyse sur ce projet-là. Merci Bertrand pour ces compléments. Donc s'il y a... Oui, monsieur Lévy. Oui, monsieur Lévy. L'énergie électrique pour les véhicules hybrides est une alternative parmi d'autres, bien sûr, puisque demain, on passera peut-être à l'hydrogène. Donc, il faut anticiper, et la loi qui vient de sortir, qui impose en effet à s'engager et à renforcer la transition énergétique, oblige non seulement les collectivités, mais aussi les parties privées. Vous avez aux clés donc des copropriétés. Je pense qu'il faudrait réunir les conseils syndicaux des copropriétés pour les inciter à anticiper cette transition. La dotation, y compris dans les projets immobiliers futurs, puisque Madame Coté-Millard,
je l'avais interpellé précédemment et trouvé normal que les futures constructions puissent être équipées de prises. Hein. Donc je ne sais pas si ça a suivi son effet et que ça sera effectif dans les nouveaux projets qui vont sortir de terre. Donc il y a beaucoup de choses à faire sur ce domaine, sachant que déjà au 1er juillet, le gouvernement va supprimer, réduire même la contribution financière pour les véhicules diesel qui était de 1 500 €, je crois qu'elle va passer à 0. Hein. Donc, et pour les véhicules hybrides, passer de 2 000 à 1 000. Donc il y a en effet un passage à passer au meilleur et que les Cléciens doivent être informés. Alors je pose la question, quelle est la commission municipale qui gère l'ensemble du domaine développement durable qui pourrait cette fois-ci s'ouvrir en mode extra-municipal, hein, puisque le président a innové dans l'autre sens la convention climat citoyen qui a abouti à certains résultats, pas en totalité, on a vu la réalité, mais je pense qu'au niveau local, commencer à essayer de mettre en place une commission extra-municipale sur le domaine de la transition énergétique, je pense que intéressera certainement les Cléciens qui sont déjà membres de certaines associations locales, hein, et qui permettra en effet de renforcer cette dimension au niveau local et communal. Merci. Oui, il faut répondre, Bertrand. Oui, très rapidement, à Saint-Quentin-en-Yvelines, nous sommes aussi sur le club climat-énergie, hein, à l'initiative sur l'hydrogène. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, aujourd'hui en Ile-de-France, il y a 2 stations de recharge d'hydrogène uniquement. Le coût entre l'hydrogène aujourd'hui et l'essence est intéressant si on le fait à parité, à partir du moment où on roule plus de 30 000 km par an. Donc sur les déplacements, je dirais, locaux, malheureusement, ce n'est pas forcément une solution qui aujourd'hui est pérenne, tant les coûts sont élevés. Donc il faut mobiliser tous les acteurs. Aujourd'hui, en tant que constructeur, il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui le fabriquent. Et on serait uniquement sur les voitures particulières, puisque malheureusement, la plus grosse pollution, ce sont les camions. Et le coût d'un camion est extrêmement cher aujourd'hui à l'hydrogène. C'est possible, de même que les bus, sauf que ça coûte 200 000 € au lieu de coûter 100 000 €, malgré après l'aide qui est donnée par l'État, etc. Donc aujourd'hui, on n'y est pas tout à fait, mais à Saint-Quentin-en-Yvelines, effectivement, nous essayons de voir ce que nous pouvons faire sur l'hydrogène. C'est juste pour donner quelques chiffres importants. Je pense qu'on aura plus d'idées d'ici 2 ans. Je pense que ce sera peut-être un petit peu plus pérenne, je dirais, aujourd'hui. Mais nous l'anticipons, effectivement. Merci pour ces compléments. Donc je propose de mettre aux voix qui est contre, qui s'abstient et qui est pour. Merci. Les 2 prochaines délibérations qui concernent les ressources humaines seront donc présentées par Martine. Merci. Bonsoir à tous. Donc cette première délibération concerne l'encadrement du droit de grève au sein de services municipaux. Excusez-moi, je vous demande l'autorisation d'enlever mon masque avec les lunettes, c'est pas facile. La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, dans son article 56, prévoit que l'autorité territoriale et les organisations syndicales peuvent engager des négociations en vue de la signature d'un accord afin d'assurer la continuité des services publics dans les secteurs d'activité suivants: collecte et traitement des déchets des ménages, transport public de personnes, aide aux personnes âgées et handicapées, accueil des enfants de moins de 3 ans, accueil périscolaire, restauration collective et scolaire, dont l'interruption en cas de grève des agents participant à leur exécution contreviendrait au respect de l'ordre public, notamment à la salubrité publique et aux besoins essentiels des usagers de ces services. Un groupe de travail s'est réuni le 11 mai dernier en présence de l'élu en charge des ressources humaines, du directeur général des services, de la directrice des ressources humaines et de 2 représentants du personnel siégeant en comité technique et CHSCT pour négocier un protocole d'accord selon la réglementation en vigueur permettant d'encadrer le droit de grève des agents dans 2 services de la commune, l'accueil des enfants de moins de 3 ans et l'accueil périscolaire. En effet, ces 2 secteurs sont particulièrement impactés du fait de l'obligation de respecter le taux d'encadrement des enfants.
À noter 3 points importants de ce protocole. Premièrement, les agents qui souhaitent faire grève doivent en informer l'autorité territoriale au plus tard 48 heures, dont un jour ouvré, avant de participer à la grève. Deuxièmement, les agents ayant déclaré leur intention de participer à la grève doivent exercer leurs droits dès leur prise de service et jusqu'à son terme. Ces 2 dispositions permettent aux services concernés d'identifier le nombre d'agents non grévistes, de voir les possibilités d'organisation, toujours dans le respect des taux d'encadrement réglementaire des enfants, et en cas d'obligation de fermeture du service, de prévenir les usagers le plus tôt possible pour qu'ils puissent prendre leurs dispositions. Et enfin, troisième point important, ce dispositif ne garantit pas aux usagers un service minimum et en aucun cas ne peut permettre l'autorité territoriale de réquisitionner les agents qui souhaiteraient faire grève. Tous les détails concernant les fonctions et nombre d'agents indispensables dans les services sont décrits avec précision dans le protocole joint en annexe à la présente note. En résumé, la finalité de ce dispositif est d'éviter la désorganisation des services concernés, de permettre aux usagers de pouvoir prendre leurs dispositions dans les meilleures conditions possibles, tout en respectant et préservant le droit de grève des agents. Ce protocole d'accord a été présenté au comité technique qui s'est déroulé le 17 juin 2021 et a eu un avis favorable à l'unanimité des 2 collèges. Cet accord devant être approuvé par le conseil municipal, nous vous proposons donc de délibérer. Merci Martine. Y a-t-il des questions? Non, s'il n'y a pas de questions, donc je propose de mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci pour cette unanimité. Point suivant. Alors, le point suivant concerne la modification du tableau des effectifs. Il s'agit de la création de grades dans la filière animation. Un animateur pour permettre la nomination d'un agent suite à une promotion interne et un animateur pour permettre le recrutement d'un agent contractuel. Merci. Y a-t-il des questions? Non, donc je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci. Le point suivant à l'ordre du jour est la conversion d'objectifs et de financement de la CAF pour la prestation des services du centre social et sera présenté par Bilal. Donc il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer le renouvellement pour une durée de 4 ans d'une convention entre la convention d'objectifs et de financement entre la commune et la CAF. Convention effective à compter du 1er janvier 2021. Quelques éléments de chronologie me semble utile pour bien comprendre un petit peu le processus. Alors en décembre 2020, on a présenté devant la CAF un projet social qui a nécessité 18 mois de travail entre l'analyse de l'existant, le diagnostic et la rédaction du nouveau projet social qui inclut les 3 structures que sont le Capado, le sémaphore et les studios de musique. Et pour du coup financer les services que l'on va proposer au travers de ces structures, on s'est engagé sur des qualités de service, des objectifs que vous allez trouver. Donc vous allez trouver les objectifs généraux, page 15 de la convention. Alors, il s'agit de soutenir et écouter les familles dans leurs préoccupations quotidiennes, favoriser l'émergence de citoyens responsables, favoriser le lien social et lutter contre les discriminations, et favoriser la participation et l'implication des habitants. Pour nous accompagner dans la satisfaction de ces objectifs, au bénéfice des Clésiennes et des Clésiens, la CAF donc, nous accorde une subvention dont vous trouvez les modalités de calcul en bas de la note. Pour faire simple, il s'agit de nous financer à hauteur de 90 000 € approximativement pour financer les dépenses liées à l'administration et au fonctionnement
de cette structure. Donc je pense avoir dit l'essentiel. Et donc je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Oui, y a-t-il des questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, donc je propose de mettre au vote cette convention d'objectifs avec la CAF. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci. La délibération suivante concernant l'attribution d'une aide financière sera présentée par Yasmine. Alors, bonsoir. Donc, il s'agit de l'attribution d'une aide financière de 450 € à M. Jordan Guams dans le cadre du dispositif Zoom à venir. Donc, pour rappel, il s'agit d'un dispositif destiné à encourager et promouvoir des initiatives individuelles ou collectives, culturelles, sociales, artistiques, scientifiques ou humanitaires, portées par des jeunes clésiens de 15 à 25 ans, résidant et ou scolarisés au Clé-sous-Bois. Donc, dans ce dossier, il s'agit d'un projet de solidarité aux réfugiés de Calais. Donc, c'est un projet porté par un clésien et son groupe de scouts de Villepreux-les-Clés. En tout, ils sont 5 jeunes, donc 5 scouts, à participer au projet. Ça se décompose en 3 semaines. On a une semaine d'itinérance et 2 semaines d'aide aux réfugiés en août 2021. Donc, suite à la commission ayant eu lieu le 9 juin dernier, 450 € peuvent être attribués au projet sur les 500 € disponibles. Ces 450 € ont été déterminés par une grille sur laquelle figurent des critères d'évaluation. Sont notés l'éligibilité du projet, le nombre de clésiens concernés par le projet, bien sûr, la destination, l'autofinancement, la qualité de la présentation, la motivation. Donc, au final, ils ont eu la note de 18 sur 20. Les 50 derniers euros qui n'ont pas pu être attribués, ça concerne la destination, puisqu'il s'agit d'une destination nationale et non internationale. En retour, le groupe s'engage à présenter sous forme de projection, donc c'est un reportage, et une participation à un événement de la ville, un bilan du projet en contrepartie de l'aide apportée par la ville. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à attribuer une aide financière pour le projet. Merci. Merci Yasmine. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Hu. Pas forcément des questions, mais une remarque en 2 temps. D'abord, bravo pour la présentation. D'autre part, je trouve pour une fois il y en a eu d'autres, mais très peu, que justement la participation, en tout cas le projet, le dispositif Zoom à venir trouve là toute son essence, à mon sens, puisque nous sommes là sur un projet collectif et un projet d'intérêt général, et je trouve que cette démarche est très intéressante parce qu'elle porte justement un vrai projet de solidarité de manière collective et volontaire de la part de jeunes clésiens ou villepreusiens. Et je trouve que la démarche est évidemment plus qu'honorable et qu'il faut évidemment la soutenir. Moi, je l'aurais soutenue à 500 € parce que quand nous sommes à Calais, nous sommes presque aux portes de l'international. Quand on voit les besoins qu'il y a à cet endroit de la France, je pense que nous aurions pu aller plus loin. Deuxième chose, cette délibération peut aussi amener d'autres questions derrière et d'autres volontés, notamment de la collectivité. Nous sommes là sur un projet Villepreux-les-Clés. Il me souvient qu'il y a quelques années, je crois que c'était la paroisse, juste après les Clés, portait un projet d'acquisition, ou en tout cas de proposition de mise à disposition d'un logement ou de 2 logements pour des personnes réfugiées. Et il m'aurait semblé intéressant qu'à cette époque, parce que le projet a été porté par l'association paroissiale et donc les communautés cultuelles de Villepreux et des Clés-sous-Bois, il m'aurait paru judicieux que la commune s'engage précisément pour que nous puissions investir
aux côtés des associations dans ce projet et de pouvoir accueillir aussi des personnes qui aujourd'hui ont besoin de notre aide plus que d'être stigmatisées et montrées du doigt comme ça l'a été fait trop longtemps ces derniers mois et voire ces dernières semaines encore. Merci. En tout cas, le projet est très intéressant et je pense que c'est évidemment des projets comme ça qu'il faut solliciter le plus possible auprès de nos jeunes. Merci pour votre remarque. S'il n'y a pas d'autres questions, donc je propose de mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci. Donc le point suivant qui concerne l'aide financière au projet des écoles élémentaires sera présenté par Christiane. Bonsoir. Dans le cadre des projets d'école élémentaire, ces dernières établissent des activités pédagogiques qui font l'objet de demandes d'aide financière à hauteur de 3 000 € par école. Le conseil municipal du 27 février 2020 a versé cette aide à l'ensemble des écoles. Malheureusement, la pandémie que nous vivons n'a pas permis de voir aboutir l'ensemble des projets. Ainsi, au vu des bilans donnés par les directeurs des écoles, la ville viendra apporter l'aide financière au projet 2021 des écoles tenant compte des montants non utilisés pour 2020 et des projets reportés. Cette aide sera versée à la coopérative scolaire. Il est donc demandé au conseil municipal de délibérer. Alors, avant je ne participerai pas au vote puisque je suis concernée. Oui, merci Elisabeth. Y a-t-il des questions sur cette présentation? Oui, monsieur Lévy. C'est simplement une des interrogations béotiennes, à savoir que pour des enfants en bas âge, la durée du trajet est toujours pesant. Et je pense qu'on doit favoriser la proximité. Je crois que les Yvelines sont riches de leur patrimoine, de leurs eaux. Je vois qu'on propose Beauval, j'ai rien contre Beauval, mais je pense que Thoiry, avec sa ménagerie, est de proximité. Donc je pense qu'il faut faire peut-être une proposition. C'est vrai que les enseignants sont souverains dans leur projet, et simplement leur signaler que ce serait bien sur un cahier des charges en disant quel est le meilleur bénéfice pour que les enfants aient un rendu sur tous les plans, que ce soit le transport, la durée du transport, la fatigue, la sécurité aussi, bien sûr. Plus le transport est long, revenir de Beauval par l'autoroute en plein bouchon, c'est peut-être pas non plus... Donc, beaucoup d'interrogations, et j'espère que les enseignants seront à l'écoute et ne voient pas une sévérité de ma part. C'est au contraire simplement un conseil d'alerte. Qu'en est-il donc de ces projets en prenant en compte ces paramètres? Merci. Comme vous nous l'avez dit, les enseignants décident de leur projet. Nous ne pouvons que leur apporter, je dirais, un regard ou un conseil, effectivement, par rapport, je dirais, au choix, effectivement, de leur sortie. Là, dans ces projets, il y a des nuitées qui sont prises en compte, puisque ça correspond aussi à des classes de découverte, ce qui était appelé avant classe de découverte. Merci pour ces compléments. S'il n'y a pas d'autres questions, donc je propose de mettre aux voix. Qui est contre? Ah, pardon, Madame Frémont, excusez-moi. Moi, je voudrais savoir si cette décision de ne pas attribuer d'aide sur 2021 à ceux qui n'ont bien évidemment reporté leur projet 2020 suite à la... Ça s'est fait en... Attends, j'ai pas de chance. J'ai compris votre... Est-ce que ça s'est fait en concertation avec les directeurs d'école? Oui, tout à fait. Ils ont été informés des décisions, tout à fait. Alors, non, pas est-ce que ça s'est fait en concertation? Oui, Madame Frémont. C'est pas la même chose qu'informer. Je vais vous dire que la commission a eu lieu, et depuis 1 an que les commissions ont lieu, Madame Frémont, je ne vous ai jamais vue. Donc je pense que ces questions-là, vous pouviez les poser, comme je dirais le parti de Monsieur U, je dirais lors des commissions qui sont prévues à ce sujet.
Alors tout à fait, vous ne m'avez jamais vu aux commissions, et pour le moment vous ne me verrez pas, je n'ai pas à me justifier. Ça n'empêche pas que je peux poser des questions au conseil municipal. Le conseil municipal étant retransmis, je pense que tous les cléciens sont capables, et j'ai envie que tous les cléciens entendent mes questions, tous ceux qui suivent le conseil. Voilà. Donc vous me confirmez que ça a été fait en concertation et non pas encore une fois une information. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions. Ah, Monsieur Seval. Oui, juste une question un petit peu de top. C'était pour ça qu'on avait en début d'année délibéré sur les subventions à toutes les associations. Je ne retrouve pas depuis ce début d'année nos délibérations sur le sujet. Nous avons délibéré dans le cadre du budget sur une enveloppe globale, mais les montants attribués aux associations seront présentés dans un autre conseil municipal, puisque nous sommes en train de faire l'état des lieux association par association avec l'adjoint en charge des associations. D'accord. On parle bien des subventions pour 2021. Tout à fait. Ok. Est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce qu'on aura le sujet devant les yeux, s'il vous plaît? Elles seront votées au mois de novembre. Toutes les associations ont été rencontrées une par une, et avec un diagnostic, et puis des objectifs et les conséquences de ces objectifs financiers. Le mois de novembre me paraît quand même un peu lointain pour une année 2021. Ça ne pose aucun souci de aucune association rencontrée aujourd'hui? C'est-à-dire quand même 10 mois d'activité sans subvention de la ville. En termes de trésorerie, tout à fait, bien sûr, monsieur. C'est une de nos préoccupations, c'est d'éviter tout problème de trésorerie. Et si effectivement on présente ça au mois de novembre, ça veut dire qu'il n'y a pas de risque. Si jamais il y avait un risque, il est évident qu'on anticiperait. Je suis sûr. Ce qui veut dire que sur l'activité trésorerie, la situation financière des associations est saine, ce qui est une bonne chose. Bon, s'il n'y a pas de... Oui, Madame Frémont. Donc, pour vous dire que nous voterons contre, parce qu'encore une fois, malheureusement, je constate que les économies sont faites sur le budget des cléciens, des écoles primaires, et c'est dommage. Il n'y a pas d'économies qui sont faites sur le budget, puisque, comme l'a expliqué Madame Bontemps, il y a des montants qui sont alloués, qui existaient sur l'année 2020 et qui serviront, si j'ai bien compris, à faire les propositions, enfin les réalisations de classes de découverte pour 2021. Et sinon, si ce budget avait été utilisé en 2020, il y a une nouvelle proposition de 2021, de manière à ce que justement il puisse y avoir ces opérations. Des aides financières que vous n'allouez pas à certaines écoles en 2021, donc vous faites des économies. Vous auriez aussi pu décider d'allouer les aides à toutes les écoles en 2021, ce qui leur aurait peut-être permis de faire 2 projets, puisqu'ils n'en ont pas eu en 2020. Voilà. Oui, parce que l'année 2020 était une année particulière. L'objectif était que pour 2021, ils puissent avoir tous la possibilité financière de réaliser un projet. Voilà, je propose de mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci. La délibération suivante donc sera présentée par Elisabeth. C'est une convention concernant la piscine avec Sky. Oui, alors dans le cadre de ces activités, les centres de loisirs des Clés utilisent régulièrement la piscine intercommunale Salvador Allende pendant les petites et les grandes vacances scolaires. Donc l'action de la piscine s'intègre tout à fait dans la démarche complémentaire avec les autres espaces éducatifs des communes de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ainsi, Saint-Quentin-en-Yvelines met à disposition de la commune les installations de la piscine pour la période des vacances de juillet et août 2021. Et cette convention permet de définir les conditions également de mise à disposition financière et les modalités financières qui sont de 2 € par passage unitaire et les responsabilités de l'activité. Il est donc proposé au conseil municipal de délibérer.
Merci. Y a-t-il des questions ou des remarques? Non, donc je propose de mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci. Et enfin, les deux dernières délibérations qui seront présentées par Anne et qui concernent la culture. Anne, je te passe la parole. Merci. Donc, nous allons parler du Pass Culture. Alors, le Pass Culture, c'est une application qui est gratuite et destinée aux jeunes de 18 ans qui résident en France depuis au moins 1 an et sur laquelle ils disposent de 300 € pendant 24 mois, ce qui les encourage bien sûr à découvrir et à diversifier leurs pratiques culturelles. Le Pass Culture s'applique à proposer à ses utilisateurs sur une même plateforme un maximum d'offres d'activités culturelles dont ils peuvent profiter autour de chez eux grâce à la fonctionnalité de géolocalisation, ainsi que des offres numériques à réserver directement sur l'application. Donc le Pass culturel permettrait à la ville de mettre en ligne toutes les activités culturelles gratuites ou payantes, notamment les activités qui sont proposées par l'espace Philippe Noiret. Et donc l'inscription de la ville au Pass Culture est gratuite et permettra, comme je viens de vous le dire, de promouvoir les activités de l'espace Noiret. Donc il est proposé au conseil municipal d'autoriser la ville à s'inscrire au Pass Culture. Oui. Et si je ne me trompe, ce Pass Culture est un dispositif d'État. Tout à fait. D'accord, merci. Y a-t-il d'autres questions ou d'autres remarques? Non, donc je mets aux voix. Ah si, monsieur U. Monsieur U, oui. À mettre des tenus par les jeunes. La région était gouvernée autrement. Il y avait un Pass Culture mis en place et on s'est rendu compte que ce Pass Culture favorise essentiellement manifestations pour juste moyens réduits pour pouvoir Oui. réduits pour Bien que pouvoir vous justement contribuer. moi j'ai tout compris. Pardon. Moi, justement, je disais que le Pass Culture tel qu'il est présenté est une manne assez intéressante pour des grosses manifestations, des gros producteurs, des gros événements relativement chers et qui permettent justement aux jeunes de pouvoir y participer parce que ces événements sont très chers. D'où la nécessité de travailler sur la proximité en matière culturelle pour que les jeunes, dans leur ensemble, connaissent le tissu déjà culturel et artistique de leur lieu. Et il est évidemment intéressant, plus qu'intéressant que nous y intégrons et que nous puissions en faire la promotion, surtout. Que nous fassions la promotion auprès des jeunes de l'ensemble des activités culturelles et artistiques des Clés-sous-Bois, mais du bassin saint-quentinois aussi, puisqu'il y a énormément de propositions faites sur le bassin saint-quentinois. Étant donné que c'est un dispositif qui s'adresse vraiment à une cible bien précise, à savoir les jeunes de 18 ans, il est évident qu'on va promouvoir cette action auprès des jeunes, notamment via nos dispositifs de Capado, probablement avec les lycées, etc., pour que chacun puisse en profiter et ne pas passer à côté de ces 300 € qui sont quand même très importants, sachant qu'ils peuvent, au-delà des activités culturelles, il me semble, qu'ils peuvent aussi l'utiliser pour acheter des livres, de la musique, enfin, c'est des concerts, c'est extrêmement varié. Donc oui, il y aura évidemment... Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, donc je propose de mettre aux voix.
Ah ben c'est pour ça, on va largement diffuser. Enfin, comme c'est un public très ciblé, hein, c'est vraiment les jeunes de 18 ans, donc on peut quand même plus facilement cibler le public. Donc on va passer par normalement tous les lieux qui sont fréquentés par les jeunes de 18 ans. Donc c'est pour ça que je vous parlais du Capado, le sémaphore, mais évidemment, enfin, j'imagine les lieux, les établissements scolaires, et puis il y aura de la diffusion sur les réseaux, les magazines de la ville, les newsletters, etc. Non, bien sûr, oui. Oui, on va vraiment ratisser large. Ouais, c'est le but. Y a-t-il encore des questions ou remarques? Oui, Madame Frémont. Pour compléter, en effet, comme c'est un dispositif d'État, il y a eu pas mal de clips au niveau des médias, des clips nationaux. Oui. Y a-t-il d'autres questions ou remarques? Je n'en vois plus. Donc je propose de mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci. Dernière délibération, Anne. Oui, alors là, il s'agit du Pass Plus 78-92. Donc là aussi, il ne s'agit pas d'un dispositif communal, mais bien d'un dispositif départemental, puisque ce sont les départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine qui proposent conjointement depuis l'année dernière, un dispositif éducatif et citoyen qui incite à la pratique sportive et culturelle, le Pass Plus. Donc ça concerne plus de 300 000 jeunes sur le territoire interdépartemental et qui peuvent bénéficier gratuitement de leur entrée en 6e jusqu'à leur majorité d'une aide annuelle de 80 € qui est portée à 100 € pour les boursiers. Donc pour financer des activités culturelles mais aussi sportives auprès d'organismes qui sont affiliés au Pass Plus. Cette offre sera ouverte aux jeunes des 2 territoires et ces bons plans peuvent désormais être proposés par les services départementaux et par les organismes affiliés. Donc, si ce dispositif constitue un outil majeur pour démocratiser l'accès à la culture et au sport, il vient aussi, dans le contexte inédit que nous connaissons depuis plus d'1 an, soutenir les acteurs du monde associatif et culturel du territoire interdépartemental. Le Pass Plus présente en effet de nombreuses opportunités pour tout organisme affilié, notamment faire connaître son offre et développer sa notoriété auprès des jeunes Yvelinois et alto-sécanais, en bénéficiant des supports et canaux de communication des 2 départements. Donc, le Pass Plus permettra de diversifier ses publics en s'adressant à un potentiel de 300 000 jeunes et à des familles sur l'ensemble du territoire interdépartemental, et de tester, voire de déployer de nouvelles offres, notamment par le biais des bons plans. Et chose importante aussi, la démarche d'affiliation est entièrement gratuite et il est prévu que nous sensibilisions, notamment sur le territoire clécien, toutes les associations sportives et culturelles afin de les encourager à s'affilier à ce Pass Plus. Voilà, si vous avez des questions. Oui. Oui. Ce dispositif va-t-il s'inscrire dans la durée? Parce que j'ai cru comprendre, avant les élections départementales, que le président du département semblait vouloir reculer sur la fusion 78-92. Donc, et ceci évidemment de manière opportune juste avant les élections. Donc je voulais savoir si ce projet était remis sur le tapis depuis dimanche soir, ou en tout cas si ce projet-ci là sur les dispositifs 78-92 perdurera à l'avenir, puisqu'il semblait que ce rapprochement ne soit plus à l'ordre du jour il y a quelques semaines. Alors, étant donné que je ne suis pas conseillère départementale, j'imagine que cette question s'adresse à M. Coquard, donc je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Et vous n'êtes pas sans savoir, monsieur Hu, que ce dispositif existe déjà depuis quelques années, le Pass Plus 78, il a été étendu au 92. Je vous confirme qu'il a été budgété sur cette année 2021, donc il se poursuivra sur cette année et j'espère qu'il se poursuivra longtemps, puisqu'on n'est pas obligé de faire une fusion pour faire des choses avec d'autres départements. C'est un Pass 78-92, c'est plus un Pass 78. Absolument, pas 78-92, vous avez raison. Et les Yvelines et les Hauts-de-Seine, comme vous voulez. Y a-t-il d'autres questions ou d'autres remarques? Monsieur Lévy.
Oui, je pense qu'on ne peut que voter cette proposition. Simplement, est-ce qu'on pourrait imaginer et élargir le soutien à l'accès culture et sportif aux enfants en situation de handicap? Alors, c'est déjà le cas, mais c'est via d'autres dispositifs du département. Je ne vais pas repartir sur toutes les compétences du département. Je pense qu'on n'est pas sur la délibération, mais aujourd'hui, il y a déjà pas mal d'actions fléchées pour les enfants à handicap. Je vais faire une réponse courte. D'autres remarques ou questions? Non, donc je propose de mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Donc merci pour cette unanimité. En ouverture sur les délibérations, il y avait une demande de M. Sauval sur un certain nombre de contrats qui lui paraissaient répétitifs. Après vérification, il s'agit effectivement des contrats de courte durée pour la petite enfance afin de pallier à des absences pendant la période Covid. Voilà. Voilà la réponse à cette question. Autre information, le prochain conseil municipal est proposé pour le mardi 28 septembre. Voilà. Et enfin, donc ce conseil est clos, mais je passe la parole à Anne. Merci. Alors j'ai passé une bonne partie de la journée à réfléchir à la meilleure façon de vous dire ce que je m'apprête à vous annoncer. Et tout ça pour en arriver à la conclusion suivante, c'est de le faire le plus simplement possible. Depuis 2014, je suis élue au Clay et pendant toutes ces années, j'ai travaillé avec passion et donné beaucoup d'énergie et de temps dans les différentes actions menées par la ville pour les habitants. J'ai su pendant toutes ces années allier vie de famille, vie professionnelle et vie d'élu. Jusqu'à il y a un an, où un problème de santé a bousculé mon quotidien, perturbé ma vie de famille et mis en péril ma carrière professionnelle. Ajoutez à cela la crise sanitaire, et c'est tout un mode de vie qui a été remis en question. Être élu, c'est un engagement de tous les instants, et force est de constater qu'aujourd'hui, je n'ai plus l'énergie nécessaire pour tout mener de front. J'ai donc annoncé à Monsieur le maire il y a quelques semaines que j'allais démissionner de mon mandat afin de pouvoir me consacrer à un nouveau projet personnel, familial et professionnel qui va bientôt me mener hors des frontières de la ville et de la région parisienne. Changer de vie, ce n'est pas facile. Quitter cette ville qui m'a vu naître et dans laquelle j'ai fondé ma famille est un déchirement. Mais la ville et ses habitants méritent des personnes engagées à 100%, dynamiques et avec de l'énergie à revendre, chose que je ne suis plus capable de leur offrir. Même si ce départ est choisi et réfléchi, il reste douloureux. Mais je vais partir grandi, nourri par une expérience unique et par tous les échanges et partages que j'ai vécus. Je voudrais évidemment remercier Monsieur le maire pour sa confiance, son engagement et son dévouement sans faille pour les Cléciens. Toute l'équipe qui travaille si dur, qui ne compte pas ses heures et qui met tant d'énergie au service de la ville. Et les agents, tous ces travailleurs de l'ombre qui honorent au quotidien le service public. Et plus particulièrement, mon équipe, celle de Noiret, d'une gentillesse et d'une bienveillance incroyables. Et vous tous, habitants des Clays, vous êtes les acteurs de vos vies et de votre ville. Sachez que vous, sans vous, moins de choses sont possibles. Je voudrais aussi remercier mon mari et mes enfants qui ont fait preuve d'une immense résilience quand leur mère brillait par leur absence bien souvent. Vous allez tous énormément me manquer et je vous souhaite une bonne continuation.
Merci beaucoup à tous. Anne, après plus de 40 années passées dans notre belle ville, tu vas tirer ta référence pour rejoindre un autre département que le 78 qui m'est cher. Tu as de nombreuses passions et engagements, dont la culture, et dont tu as été pour notre ville l'adjointe depuis 7 ans. Une délégation où tu as su mettre en valeur nos saisons culturelles et faire grandir notre festival du court-métrage. Dans ce nouveau mandat, tu as su parfaitement lancer nos premiers conseils de quartier et nous aurons tous à cœur de poursuivre sur ta lancée pour cette instance participative que nous avons réinitiée. Tu te lances dans un nouveau projet, dans une nouvelle région, un projet passionnant, innovant, où tu feras appel à ton esprit de créativité et ton goût pour la nature, les animaux et l'environnement. Avec la passion qui t'anime, je te souhaite, nous te souhaitons tous un plein succès pour tes nouveaux projets. Anne, je sais combien tu es attachée à notre ville et donc tu seras toujours la bienvenue dans notre équipe au Clay. Et merci. Oui, monsieur Hu. Anne, je tenais à féliciter en tout cas le courage que tu as eu d'utiliser ces mots pour exprimer tout ce que tu as pu vivre, ce que tu as pu traverser ces derniers mois, ces dernières années, concernant justement des questions personnelles, traversées évidemment de ton investissement au sein de la commune et pour les habitants des Clays. Je trouve que c'est évidemment très courageux de témoigner ici de la dureté et de la difficulté de s'investir auprès de la collectivité, auprès du bien commun, de voir évidemment que ça peut aussi laisser des traces sur le plan personnel, sur le plan individuel. Tes mots sont forts et ils permettent aussi de prendre conscience et de faire prendre conscience à l'ensemble des habitants que lorsque l'on s'investit pour un bien commun, un bien collectif, eh bien, parfois on laisse évidemment des choses de côté et parfois le plus cher d'entre soi que l'on peut laisser de côté. Donc je te félicite évidemment pour ces mots de grande justesse et de courage. Et je te félicite aussi pour le projet sur lequel tu pars, sur le projet que tu inities, un projet courageux parce que c'est une vraie remise en cause, entre guillemets, et en question de tout ce que tu as pu connaître et tout ce que tu as pu faire jusqu'ici d'un point de vue professionnel. Mais je pense précisément que ce que tu vas faire là est aussi empreint de tout ce que tu as pu prendre. Quand je dis prendre, c'est évidemment acquérir pendant les 6 ou 7 ans de mandat et qui te permettent aujourd'hui de te projeter vers un avenir autrement et un avenir vers justement du bien commun, du bien collectif et très participatif de ce que j'ai pu en entendre. Voilà. Puis une petite aparté, tu as une bise du stade de Bucarest. Merci beaucoup. à la fois travailler, être créative, donner à manger aux oiseaux, des graines bio, voilà tout ce qu'il faut pour ton nouveau projet. Et surtout, quelque chose que tu pourras garder pendant longtemps, c'est un bon pour un arbre. C'est pas la saison pour les planter, donc tu as un bon pour un arbre en souvenir de des Clays. Merci beaucoup. Je vous donnerai des nouvelles de ma nouvelle vie. Et j'espère qu'elle sera nourrie de la même façon que je l'ai été pendant toutes ces années. Et qu'elle grandira et qu'elle sera magnifique. Et je vous donnerai plein de nouvelles.
Merci Anne sur cette séquence nostalgie, mais pleine d'espoir avec ton projet. Bon, on va clore le conseil municipal. Je vais vous souhaiter à toutes et à tous de très bonnes vacances et en espérant que tout l'aspect sanitaire qui est en train de s'améliorer poursuive sur cette tendance. Bonnes vacances à toutes et à tous. Et puis ce soir, allez les Bleus.